Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette. Et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Valos, philosophe, historien de l'art, collectionneur de recettes et de savoir-faire ancestraux, mais surtout fin gourmet. Il nous présente un livre gargantuesque et alléchant, l'inventaire gourmand de la Méditerranée. 2200 recettes au cœur d'un patrimoine gastronomique multiple, aux éditions Marabout. Qui est Fabien Valos et quel est le goût de sa Méditerranée ? Je suis Fabien Valos, j'ai un parcours universitaire, j'ai fait toutes mes études à Paris 4, à la Sorbonne, d'abord en lettres classiques, puis ensuite en philologie romane, puis ensuite en grammaire, et j'ai fini mon parcours en philosophie du langage et philosophie antique. Donc ma spécialité c'est la philosophie, j'enseigne la philosophie, j'enseigne l'histoire de l'art, et je travaille depuis maintenant près de plus de 18 ans. Je travaille en école d'art, je suis prof en école d'art et je suis chercheur. Première intention, explorer des Méditerranées gastronomiques. Les ingrédients de la Méditerranée sont complexes à deux titres. Un, parce que la Méditerranée c'est un concept récent, c'est un concept qui n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Comme structure, comme unité, non seulement géographique, mais surtout qui contient une population, qui retient une population et qui travaille à partir de ça. Et ensuite de ça, il y a cette invention qui est relativement récente aussi, d'une Méditerranée qui est une Méditerranée gastronomique. Donc il a fallu que moi je combine ces deux, qui étaient à la fois faire quelque chose avec cette Méditerranée qu'on nous a proposée comme une sorte de Méditerranée à la fois culturelle, anthropologique, sociologique et géographique, et puis ensuite une Méditerranée qu'on nous avait vendue comme une sorte de grand concept culinaire, une gastronomie, et il a fallu que j'apprenne, ça a été un des éléments les plus complexes, il a fallu que j'apprenne à pulvériser cette unité pour arriver à comprendre qu'il s'agissait de plusieurs Méditerranées. Et il s'agissait de plusieurs modèles de Méditerranée, à la fois pour en concevoir le territoire, pour en concevoir ses populations, et donc pour en concevoir ses goûts. Donc ce qui a été l'enjeu fondamental de ce livre a été, je crois, d'essayer de maintenir cette pluralité, de maintenir cette diversité, et donc d'en maintenir les éléments d'hospitalité. L'aventure de cet ouvrage est étrange parce que c'est une aventure qui n'est pas du tout programmée. Je n'avais absolument pas l'idée de faire un livre. C'est arrivé terriblement subitement quand Marabout m'a appelé en janvier. Jusqu'à présent, il s'était passé deux choses dans ma vie. La première qui est depuis que je suis adolescent, chaque fois que je voyage, je note des choses. Donc je note les objets que je vois, les œuvres que je vois, etc. Et j'ai noté très jeune ce que je mangeais et ce que je voyais sur les marchés, les produits, etc., etc. Et donc depuis 30 ans, j'ai ça. J'ai ces notations qui ont commencé quand j'avais 15 ans. Et c'est toutes ces notations. Bon voilà, et qui a constitué pour moi une sorte de collection personnelle qui m'a permis d'apprendre à cuisiner cette Méditerranée et puis surtout d'apprendre à avoir une relation avec cette Méditerranée. Et puis après, il y a eu une deuxième chose, une deuxième aventure assez bizarre ou c'est plutôt drôle, c'est que au moment du premier confinement, pour répondre aux amis, puisque à l'époque j'avais un Instagram qui était très extrêmement consacré aux amis, et pour répondre aux amis qui m'appelaient tous les jours pour me demander des recettes, j'ai commencé à publier en blague une recette par jour. Mais en fait, cette recette par jour, ça fait 3 ans que je le fais, donc j'en suis aujourd'hui à pratiquement 1300 recettes. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'on a commencé à regarder ce travail qui était sur Instagram. Et c'est à partir de ça qu'en janvier, j'ai reçu un message venant de Marabout me proposant la rédaction et la possibilité de faire un livre. Donc ce n'était absolument pas prévu, c'était pas du tout un projet. Et donc il a fallu reconfigurer quelque chose et penser intégralement cette idée de livre. Deuxième intention, transmettre le sens de l'hospitalité méditerranéenne. La conviction la plus forte qui a conduit à l'écriture de ce livre, je crois qu'elle a été double. Elle a été d'abord cette question de la transmission, parce qu'en fait, ça me semblait être extrêmement important d'essayer de revenir sur cette idée que derrière ces questions de signature, derrière ces questions de cette recette est à moi, cette recette, etc., etc., non, il y a un partage, il y a un commun, et il y a des choses qu'on apprend, et il y a des choses qu'on passe et qu'on transmet, et en les passant et les transmettant, on les modifie. Donc ça, c'était la première chose. C'était, je crois, cette première conviction profonde qui était de faire un livre de sorte que je puisse transmettre.
Ce que j'avais appris. Et je crois que la deuxième conviction la plus forte de ce bouquin, ça a été probablement cette idée de réfléchir ou de donner à réfléchir sur cette question de la pluralité et de la diversité. Alors aussi parce qu'on sait que la Méditerranée, derrière son grand modèle d'idéalisation, la Méditerranée c'est beau, etc., etc. C'est aussi une mer dans laquelle les gens se noient, c'est aussi une mer qui est remplie de conflits et remplie de heurts qui sont d'une violence infinie. Mais c'est aussi quelque chose qui derrière est construit sur une forme d'hospitalité très profonde. Et je crois que j'avais très très envie de faire ça, d'essayer de rappeler que oui, la Méditerranée c'est très complexe, c'est d'une diversité infinie, mais que de cette diversité naît un champ de respect, et un espace, plus qu'un champ, un espace profond de respect et de convivialité. Si on essaie de concevoir l'idée d'hospitalité ou le concept d'hospitalité, je crois que la manière la plus simple de le concevoir, c'est à partir de ce qu'en France, en français, on a. C'est-à-dire l'hospitalité, elle est fondée sur une relation entre un hôte et un hôte, ou entre une hôte et une hôte. C'est le même mot dans la langue française. Et je crois que si la langue française utilise le même mot pour deux choses différentes, c'est bien parce qu'il y a une sorte de relation absolument fondatrice entre les deux. C'est-à-dire, nous sommes fondés sur la même chose, c'est-à-dire sur un accueil et sur une réception. Et donc c'est ce même mot, c'est cette même relation qui fonde ce qu'on appelle l'hospitalité. Après, l'hospitalité, elle est fondée aussi sur un autre concept plus fort, beaucoup plus complexe, qui n'existe que dans la langue grecque, moderne et ancienne, qui est ce qu'on appelle la philoxénia, qui est fondée donc sur le verbe grec philein, qui veut dire aimer, entretenir une relation, et le mot xénos en grec qui signifie l'autre et l'étranger. Et la philoxénia, c'est précisément ça, c'est précisément cette tâche qui devrait nous incomber de toujours accueillir ce qui n'est pas soi. C'est compliqué, parce que ce qui n'est pas soi, ça implique d'accepter cette différence, mais c'est précisément ce que j'ai mis en exergue du bouquin, c'est cette citation d'Homère dans le chant 14 de l'Odyssée, qui explique qu'un grec, c'est quelqu'un qui accueille à sa table avant de demander qui on est. C'est vraiment cette fondation absolue, c'est-à-dire que dans l'hospitalité, nous sommes tous exclusivement que des autres. Après, on se dira, oui, moi je suis pas exactement pareil. Et après, on pourra commencer à discuter, on pourra commencer à ne pas être d'accord. Mais il y a un point commun, il y a un point de départ, qui est cette absolue égalité dans l'espace de l'hospitalité. Troisième intention, proposer un tour d'horizon complet des saveurs méditerranéennes. L'ouvrage, ce grand ouvrage rassemble à peu près 2200 recettes. Donc moi j'ai colligé pendant près de 30 ans et ces 2200 recettes ont été rassemblées en 12 chapitres. Un chapitre sur les mezzés, un sur les légumes, les légumineuses, les œufs et le lait, les pâtes, le riz, les poissons, les viandes, les fruits, les glaces et les sorbets, les desserts, les gâteaux et les pains. Et puis il y a un 13e chapitre qui s'occupe des bases et des choses à rajouter. Donc voilà, je l'ai rassemblé à partir des ingrédients et je l'ai rassemblé à partir de ce qui fabrique ce commun en Méditerranée, qui est donc d'abord une relation à l'ingrédient plutôt qu'une relation à un savoir-faire. C'est d'abord l'ingrédient et puis après on va faire des combinatoires. Et à partir de ça, voilà, c'est ce qui composerait moi ce que je pourrais appeler une Méditerranée à partir de ces ingrédients. Après, s'il fallait que je choisisse, s'il fallait que j'imagine quelle pourrait être une sorte de banquet idéal ou de table idéale méditerranéenne, s'il s'agit d'assembler des recettes, qu'est-ce que je mettrais ? Je commencerais probablement par un ravioli. Donc à choisir quel ravioli, mais imaginons plutôt un ravioli italien avec de la ricotta et avec des herbes, beaucoup d'herbes. Ensuite, je continuerai bien avec quelque chose comme un ungerbeiendi, qui est cet agneau confit qui est servi avec du piment, qui est servi sur une marmelade, une crème d'aubergine, et puis pour finir avec une glace. Avec une glace à la crème ou avec une glace, peut-être simplement une glace à la crème, peut-être, ouais. Au-delà de l'intention, le fruit inattendu. Mais si la question est de savoir ce que ce livre a changé dans ma vie ou modifié dans ma vie, il a déjà changé un truc, et il a en tout cas modifié un truc, c'est que je n'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu cette chose aussi grosse. Ce truc de 2,6 kg, j'avais pas prévu ça.
Donc et j'avais pas prévu ça, et surtout je l'avais pas prévu aussi vite. Moi, il y a moins d'un an, j'imaginais même pas dans mes fantasmes les plus ardents, même pas l'idée d'avoir un truc aussi gros qui rassemble tout ça, même pas. Ça ne s'est fait que ça a commencé à se conceptualiser que janvier-février. Donc ça a changé évidemment beaucoup, puisque moi j'avais pas prévu cette idée, j'avais pas prévu que ce truc aussi hallucinant arrive. Moi j'ai un rapport universitaire, donc généralement moi quand je publie un bouquin, quand j'arrive à faire un tirage en philo de 2000 exemplaires, c'est déjà la joie, parce que c'est déjà énorme. Donc là c'est une toute autre opportunité, et puis surtout c'est que moi j'ai l'habitude de publier de la philo. Là en fait il s'agit d'un truc beaucoup plus immédiat, beaucoup plus simple, beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un rapport aux autres qui est dans une immédiateté qui est très forte. Donc ça a terriblement changé. Enfin ça a beaucoup changé de choses. Et puis après d'un point de vue très très matériel. Mais bon, c'est une micro-anecdote, mais moi j'ai reçu le livre par Chronopost le 1er octobre. Je me suis réveillé, j'ai impossible de dormir, je me suis réveillé hyper tôt, j'étais quasiment collé à ma porte de peur de rater le mec de Chronopost parce que j'en pouvais plus d'attendre ce truc, et donc je reçois le colis, je l'arrache, mais vraiment je l'arrache avec une violence, et je me suis retrouvé avec ce truc lourd entre les mains, et j'étais entre une sorte de presque de bordelard, mais surtout de petit fou rire un peu nerveux, en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de ce truc maintenant. C'était très étrange. J'avais l'impression de voir un truc, une partie de ma pensée qui s'était solidifiée dans un truc. Et c'était chelou parce que je me disais j'en vais en faire quoi ? C'est mort. Où ça m'appartient plus, donc c'est fini, c'est à qui, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer? C'était très très chelou. Je suis resté comme ça une petite heure avec ce bordel. Bon, après j'ai appelé tous les potes en hurlant, en leur disant il faut que vous le voyez, etc. Mais voilà, voilà. Et donc ça a changé parce que c'est un objet étrange qui rentre dans ma vie. Ouais. Alors s'il faut penser aux réactions de lecture ou le retour des gens, je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens m'envoient les images de ce qu'ils font, même quand c'est moche, parce que souvent c'est moche. Mais je crois que profondément, ça me produit un plaisir absolument incroyable. Et l'autre petite chose qui me produit aussi un plaisir, c'est quand les gens m'envoient des trucs en me disant « Ah, je me demande si on pourrait pas rajouter ça ». Et ça j'aime bien, parce que c'est évidemment cette idée que j'essaye aussi de maintenir, que de toute façon, moi je suis juste qu'un passeur, je transmets ça, et que c'est juste une sorte de carottage dans ce qu'est la Méditerranée au XXIe siècle. Elle n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 40 ans et encore moins 100 ans. Et donc on imagine bien que dans 50 ans, la cuisine sera encore différente. Mais au moins, voilà, c'est une sorte de carottage. Et j'aime bien qu'il y ait des gens déjà qui me disent « Ah ouais, peut-être qu'on pourrait ajouter ça ». Bah ouais, ajoutons des choses. Intention fictive, si j'étais un plat. Alors, si j'étais un plat... Non, en fait, je vais pas réfléchir maintenant parce que je sais exactement la réponse. Si j'étais un plat, je serais un gros ravioli à la daube. D'accord. Ravioli niçois, assez grand, et puis fourré d'une daube qui a été faite 2 jours auparavant, qui est absolument fondant et servi avec le jus de daube. Il n'y a rien de meilleur. Absolument. Pour moi, il n'y a rien de meilleur. Éventuellement avec un voile de parmesan ou éventuellement une râpée de truffe, mais ouais, juste quelques gros raviolis à la daube. C'est l'heure des cadeaux. Et s'il fallait choisir une musique, c'est compliqué, mais j'ai proposé un choix un peu étrange, mais qui est une pièce d'un compositeur baroque qui s'appelle Il Fasollo, qui est donc un compositeur anonyme, et le nom qu'on a conservé de lui, ça veut dire le haricot. Bon, déjà c'est très mystérieux, mais c'est déjà un premier lien, et il nous reste très peu d'objets de ce compositeur, mais il nous reste une pièce, une partition, qui s'appelle la Barchetta Passeggera, et qui est une sorte de pièce issue d'une chanson populaire, et c'est l'histoire d'un gars qui est sur une barque, d'un condottière, on va dire, non pas d'un condottière, mais enfin un conducteur de barque, on va dire, et qui appelle les passagers à rentrer, mais à la seule condition que les passagers montent sur le bateau avec un plat. Et donc la chanson est une longue liste de ce conducteur de barque qui appelle les gens à venir, et une longue liste de ceux qu'ils font rentrer dans la barque. Une sorte de Noé, d'arche de Noé de la nourriture. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que ça dit cette profusion, ça dit cette table qui ne cesse d'augmenter, et cette chose que j'aime tant, qui est évidemment le rapport à la profusion.
et qui est aussi cette idée de une des choses qui se font en Méditerranée, c'est qu'on accueille parce qu'on aime les autres, et on accueille parce qu'on aime offrir en profusion des choses aux autres. C'était l'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.